République est attendu ce jeudi à Lubumbashi. Le programme prévoit entre autres la pose de la première pierre pour la construction d'un nouvel aéroport à la Loano. La semaine pascale Jésus-Christ notre Pâques s'est ouverte le mardi 15 avril à l'église de Mongembo pour le premier jour. La révérende Jackie Kalombo était l'oratrice. Un nouveau journal vespéral sur les antennes des Verts Pâturage Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On va commencer avec cette brève. Le chef de l'État est attendu ce jeudi 17 avril 2025 à Lubumbashi, capitale du Haut-Katanga. Félix Tshisekedi Tshilombo y va pour poser la première pierre des constructions, de l'inauguration plutôt du centre hospitalier Félix Tshisekedi Tshilombo de la CNSS est lancé au même moment des travaux de la 9e édition de l'Expo Béton consacrée au corridor sud de la République démocratique du Congo. Et toujours le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a dirigé une réunion de crise sur les dernières inondations qui ont eu lieu à Kinshasa et ailleurs. Des membres du gouvernement central et provincial ainsi que les autorités de la ville-province de Kinshasa ont pris part à cette séance de travail. Il était également question d'évaluer des questions d'ampleur sur la situation et de prendre des mesures importantes dans les délais. C'était le mardi 15 avril à la Cité de l'Union africaine. Regardez. Lors de cette réunion, la situation actuelle des sinistrés a été présentée au président de la République. Dans le prochain jour, la cellule de crise va officiellement annoncer des mesures prises, notamment celle de la démolition de toutes les infrastructures érigées dans les zones à risque. Nous venons de finir une très longue séance de travail avec le président de la République qui a pris à peu près 2h30 pour faire le tour de la question dans sa globalité. Vous savez que depuis le 4-5 avril dernier, il y a eu des inondations dans la ville-province de Kinshasa, mais pas seulement, parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles qui ont été notées dans le Congo central et dans d'autres provinces à travers le pays. Et qu'à la suite de ces inondations, une cellule de crise avait été créée au niveau du ministère de l'Intérieur qui a suivi et qui continue de suivre tous les cas en étroite collaboration avec la ville. Il était donc question, au cours de cette séance de travail, de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation des sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements La cellule a été réunie hier par la Première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. À lui d'ajouter que des mesures préventives seront prises pour éviter ce genre de catastrophe dans l'avenir. Signalons que cette réunion a connu la participation de plusieurs personnalités publiques, tant du gouvernement central que provincial. Et on va parler sécurité à présent. La coopération militaire entre l'armée ougandaise et les forces armées de la République démocratique du Congo est une coopération contre nature qui doit être coupée. L'Ouganda aurait des velléités d'exploitation du pétrole du lac Édouard et de l'or dans la province de l'Ituri. C'est un acteur politique de l'Ituri qui alerte sur la situation. Pour Luc Malembe, l'UPDF a violé l'accord de mutualisation de forces en élargissant unilatéralement la zone d'opération Ituri, d'où son appel au gouvernement congolais. Ces propos ont été recueillis pour vous par Rachel Mavitidi. Sans avoir évalué ces opérations contre les ADF, brusquement on nous dit que non, on a élargi ça à toute la province. Comment on peut faire ça? Il faut d'abord évaluer l'opération. Qu'est-ce que les UPDF font dans la ville de Bunia? Il n'y a ni ADF, ni Codeco dans la ville. Donc, il n'y a rien qui justifie une présence ougandaise dans la ville de Bunia. Même quand ils disent qu'ils ont élargi leur coopération pour traquer Codeco, ils savent où se trouve Codeco, ce n'est pas dans la ville. Donc je suis ici pour exiger le départ immédiat de l'armée ougandaise dans la ville. Certainement que l'Ouganda prépare quelque chose que Kinshasa n'arrive pas encore à maîtriser. Et nous refusons d'être mêlés à ça, nous, la population de la ville.
Nous refusons d'être mêlés demain dans des coopérations qui auront mal fonctionné. Il suffit de lire les tweets du fils de Museveni. On nous dit qu'on est en coopération, mais le fils de Museveni écrit chaque jour de manière humiliante contre notre peuple, contre notre pays et contre nos autorités. C'est inacceptable. Est-ce que vous savez que le jour où l'armée ougandaise arrive dans la ville de Bunia, alors que c'est notre armée qui les a fait entrer, le fils Museveni a dit qu'il a capturé la ville de Bunia, que son armée a mené une opération spéciale réussie dans la ville de Bunia. Vous imaginez? Donc, vous comprenez déjà qu'il y a un plan. De faire croire au peuple ougandais que leur armée est arrivée en faisant une guerre, que l'Ouganda, donc pour l'Ouganda, elle est sur une terre conquise, l'Ituri. On va rester en sécurité et rendons-nous cette fois-ci dans le territoire de Kwamouth, où un chef milicien Mobondo a été tué par l'armée congolaise au village Menkao lors des affrontements survenus pendant son transfèrement à l'état-major de forces armées. Son garde du corps également capturé est actuellement sous audition. Le chef milicien a été touché par balle lors des échanges des tirs avec l'armée. Suivez plutôt le capitaine Anthony Mwalushaï qui parle de la détermination de l'armée. Un raid éclair mené par les forces armées de la République démocratique du Congo contre un campement du groupe armé Mobondo dans le village Menko, territoire de Kwamouth, province du Maïndombe, a permis la capture de M. Mpwembe, chef rebelle et de son garde du corps dans la soirée du lundi 14 avril 2025. Cependant, au cours de leur transfert vers l'état-major de l'armée, les soldats congolais sont tombés dans une embuscade tendue par une autre faction du groupe rebelle. De violents affrontements ont éclaté entre les assaillants et les FARDC. Au cours des échanges de tirs, le chef rebelle capturé a été mortellement atteint par balle. Son garde du corps, quant à lui, a été conduit sain et sauf à l'état-major pour interrogatoire. Pour rappel, les rebelles Mobondo sont responsables de plusieurs enlèvements des civils. Les derniers cas datent du samedi 12 avril où 2 compatriotes ont été enlevés dans leur champ situé à 18 km à l'est du village Menko, le long du fleuve Congo. L'armée congolaise poursuit ses patrouilles dans la région afin de localiser et libérer les otages encore détenus par ces groupes armés. Et on va parler éducation. Les enseignants des écoles publiques se trouvant dans les zones occupées par le rebelle du M23, AFC vivent dans des conditions précaires. Les non-paiements de leurs salaires depuis 2 mois les exposent à des difficultés financières extrêmes. Une situation qui a conduit à la fermeture de plusieurs écoles à Rutshuru, notamment. Une sonnette d'alarme est donc lancée aux autorités compétentes en vue de trouver des moyens de faire parvenir à ces enseignants leur salaire, même par l'entremise de Mobile Money. Suivez. Aujourd'hui, pas d'accès aux banques. L'aéroport de Goma et de Kavumu fermé. La façon dont les enseignants recevaient leur salaire, c'était via la banque. Nous demanderions au gouvernement de pouvoir payer les enseignants via Mobile Money ou voir multiplier des stratégies avec les paroisses pour voir comment les enseignants recevront leur salaire, vu que beaucoup de sont exposés aux problèmes de loyer, logement. La vie est vraiment difficile. Nous demandons à Kinshasa de payer nos enseignants de Rutshuru, Masisi, Walikale, Nyiragongo et Goma par Mobile Money. C'est possible, leurs familles vivent dans les inquiétudes. Même les enseignants des écoles privées, les parents sont incapables de payer vu que la vie dans les zones sous contrôle de M23 est devenue trop difficile. Nous demandons au gouvernement de pouvoir songer comment les élèves qui sont dans des écoles privées et publiques feront leurs examens d'État, vu que les frais de participation d'État, c'est aussi un grand problème. Et puis le dialogue national sur la gouvernance minière dans le contexte des conflits en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, piloté par les comités de crise pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, apportera une nouvelle gestion des mines. C'est ce qu'a fait savoir la première ministre Judith Souminois Toulouka. Elle a fait lors de l'ouverture de ce dialogue national tenu le mardi
jeudi 15 avril 2025 au grand chapiteau de l'hôtel Pullman à Kinshasa-Gombe. Des interventions, il y en a eu au cours de ces assises. Le coordonnateur de la dynamique de la société civile, Patient Bachombe, l'ambassadeur d'Allemagne en RDC, Ingo Herbert, le ministre des Mines, Kizito Pakapomba, ont tous reconnu le moment difficile que traverse la RDC dans le pillage de ses ressources minières. La première ministre qui a ouvert ces assises a salué l'initiative qui permettra à la RDC d'avoir une autre forme de gouvernance minière. Comme le veut le président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision pour le développement de la République démocratique du Congo, la gouvernance minière ne peut plus être l'affaire exclusive des technocrates et des experts en cabinet. Elle doit redevenir un objet de débat citoyen, une priorité sociale, une urgence politique. Judith Soumino va décrire la situation avec les massacres que subissent les populations congolaises à cause de ressources naturelles qui pourtant devaient être une bénédiction. Nous vivons une guerre d'un autre siècle, une guerre féroce, multiforme, où la convoitise des minerais congolais alimente le chaos, sème la désolation et endeuille nos familles. Cette guerre n'est pas née d'un désaccord idéologique. Elle est le produit d'un appétit insatiable pour le coltan, pour l'or, le cuivre, le cobalt et bien d'autres trésors du sous-sol congolais. Ces ressources, qui devraient être notre bénédiction, notre moteur d'émergence, sont devenues les matrices d'un drame humain sans précédent, avec leur cortège d'exactions, de déplacements de population, de violences sexuelles, de corruption et de pillage organisé. Les conclusions qui sortiront de ce dialogue seront analysées avec la plus grande attention, promesse de la Première ministre. Et puis le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde a présidé la réunion stratégique de haut niveau au ministère de Finances. La question de la mobilisation de recettes publiques a fait l'objet de cette rencontre. On en parle avec Rachel Adassaniwala. Deux points principaux ont été abordés lors de cette réunion stratégique du ministère des Finances, l'évaluation des recettes du premier trimestre 2025 et les mesures à prendre pour renforcer la mobilisation en avril, mois clé dans l'exécution du budget annuel. Les résultats sont encourageants, 109% des réalisations par rapport au point des trésoreries et 97% par rapport aux prévisions budgétaires. Performance saluée par les ministres qui reflètent l'engagement des institutions dans la collecte des ressources internes. Le mois d'avril, marqué par les paiements de l'impôt sur des bénéfices et profits, a été identifié comme une période déterminante. Des mesures ciblées ont été arrêtées pour renforcer l'encadrement fiscal. Sous l'impulsion de l'argentier national, ces dynamiques visent à consolider les recettes internes, pierre angulaire de la souveraineté budgétaire dans un contexte où les priorités restent la sécurité, la solidarité et la résilience économique. Ici, notez que cette rencontre a réuni autour du ministre des Finances, la vice-ministre des Finances, l'inspecteur général des Finances et les directeurs généraux des 3 régies et plusieurs experts du secteur. Et puis le gouvernement central a fourni d'énormes efforts pour améliorer le pouvoir d'achat de la population pendant cette période de guerre. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, les a expliqués à la presse. C'était lors du briefing animé par le ministre de la Communication et Médias à la RTNC. Suivez. La protection du pouvoir d'achat des Congolais en ce temps de guerre, en tenant compte de l'évolution de la conjoncture économique, c'est de cela qu'il a été question dans ce briefing animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Pour élucider la question, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a donné des réponses indiquées. Pourquoi on appelle ça manque à gagner? C'est parce que le gouvernement a choisi de subventionner les produits pétroliers, c'est-à-dire de les vendre à un prix qui est inférieur au prix économique. Ça veut donc dire que si aujourd'hui nous calculons le prix de produits pétroliers en mettant le taux de change de 2850 ou 2860, le carburant coûtera beaucoup plus cher qu'il ne coûte actuellement. C'est donc une façon pour le gouvernement de prendre sur lui
une partie de la charge qu'aurait supporté le consommateur final. Vous allez peut-être demander, mais alors pourquoi le gouvernement prend cette mesure-là? Mais il prend cette mesure-là parce que, imaginez un seul instant qu'il manque de produits pétroliers dans le pays, ce serait la catastrophe. Donc, tout faire pour que l'approvisionnement en produits pétroliers soit régulier est quelque chose de fondamental. Et ne pas mettre tout le poids sur les citoyens, mais enlever une partie de ce poids, c'est ça la position que le gouvernement avait choisie. Tout le travail réalisé produit des résultats escomptés sur le terrain. Il suffit de se rendre à Buji-Mayi, à Kananga ou encore à Lubumbashi pour se rendre compte de la baisse du prix du maïs, a-t-il fait savoir. Ce reportage a été signé Patrick Isobongese-Bokuma, quittant l'économie pour parler politique. L'idée de basculer la République démocratique du Congo vers un État fédéral est mal indiquée en cette période de guerre. Cette réplique a été faite par le ministre de la Communication et celui de l'économie nationale. C'était au cours du dernier briefing qui s'est tenu au studio Maman Angebi de la télévision nationale. Patrick Isobongese-Bokuma revient. Les membres du gouvernement ne mâchent pas leurs mots quand il est question de réagir sur le coup de gueule d'Olivier Kamitatou sur la forme de la gestion fédérale du pays. Pour Patrick Mouyaya, c'est indécent d'aborder cette question pendant cette période de guerre. Permettez-moi, même si on peut comprendre l'idée de faire un détournement, parce que bon, si on était déjà annonceur d'une arrivée qui n'est jamais arrivée, qui n'arrivera peut-être pas, on cherche à faire une petite diversion. C'est très malsain et très indécent de vouloir ouvrir un débat comme celui-là dans un contexte où vous n'avez jamais eu le courage de condamner ceux qui ont touché aujourd'hui à l'intégrité du territoire national. Vous voulez parler du fédéralisme d'un territoire où vous avez des agresseurs qui y sont, qui tuent tous les jours, où vous n'avez jamais eu le moindre bon sens, j'allais dire, d'exprimer une solidarité contre vos propres compatriotes qui sont des victimes quotidiennes et vouloir amener un tel débat, ça signifie simplement qu'on veut déplacer les curseurs parce que l'annonce qu'on a faite n'a pas donné les résultats. Daniel Moukoko Samba a quant à lui rappelé à l'auteur de cette question de se souvenir des débats qu'il a dirigés à l'époque où la constitution actuelle a été rédigée. L'auteur de cette idée, M. Olivier Kamitatou, et dans le pays aujourd'hui, la personne qui a la meilleure connaissance de ce débat, parce qu'il fut président de l'Assemblée nationale du Parlement de transition, qui avait eu justement à rédiger la Constitution. La transcription de ces débats, je crois qu'il les a. Je lui suggérerai un jour de nous retracer, de nous replonger dans cette salle où se tenait ce débat, dans les pour et les contre et les arguments qui ont poussé le constituant à nous produire la constitution que nous avons aujourd'hui, qui prône un gouvernement, un État unitaire et largement décentralisé. Il faut rappeler que la forme de gestion actuelle du pays est la convergence des idées des fédéralistes et des unitaristes. Et quittant la politique pour parler société, des dizaines de morts et plusieurs autres brûlés, c'est le bilan d'un énième accident fluvial qui s'est produit le mardi 15 avril 2025 sur le fleuve Congo. Une baleinière en provenance de l'Équateur a pris feu, occasionnant le naufrage. La cause de cet incident n'a pas été élucidée. Suivez. Pour le député national Peter Lopossé, le drame qui s'est produit sur le fleuve Congo, à savoir l'incendie d'une baleinière ayant occasionné des pertes en vies humaines et des disparus, en est de trop. Il est donc grand temps de mettre en place des mécanismes nécessaires en vue d'améliorer les conditions de voyage sur le fleuve Congo. Et cet incendie a eu lieu sur le fleuve Congo et on a connu beaucoup de pertes de vies humaines. Et il y avait des gens qui étaient là. Et selon les chiffres provisoires qu'on nous avance, on nous parle de 100 et quelques personnes décédées. Et je pense que
le service attitré va donner les chiffres exacts. Mais madame, ce que nous déplorons, ce sont les accidents à répétition à l'Équateur. Ça fait aujourd'hui une semaine qu'on a connu le naufrage de Mobenjeno Maïta. Et aujourd'hui, on connaît encore un incendie d'une balnéaire sur le fleuve Congo. Et vous allez voir comment les gens meurent. Comment les gens meurent, c'est comme si on est dans quel monde? Ce que nous pouvons recommander au gouvernement central, nous avons dit que l'Équateur, c'est une province environnée d'eau. Ça demande des petits bateaux pour faciliter la mobilité de la population de l'Équateur. Mais c'est comme si personne ne songe pour l'Équateur. Je demande l'implication des autorités nationales, notamment les chefs de l'État. Les chefs de l'État, les présidents de la République. Parce que ce sont des drames. Est-ce qu'on peut perdre ça et quelques personnes et qu'on n'arrive pas à faire même une délégation du gouvernement central au niveau de l'Équateur ou au niveau de la ville de Mbandaka? Rappelons que ce nouvel incident survient une semaine après le naufrage meurtrier d'une autre baleinière le 8 avril dernier. Un drame qui avait coûté la vie à une 50aine de personnes. On va parler religion, ouverture de la semaine pascale le mardi 15 avril 2025 à l'église de Mangembo, Bandalungwa, sous le thème Jésus-Christ, notre Pâques. C'est sous les sous-thèmes le nouveau départ avec Jésus-Christ que la révérende Jackie et Kalumbo a tenu son sermon et qui a béni le peuple des dieux qui a effectué le déplacement pour prendre part à ce programme. On en parle avec Rachel Adassalioal. Lors de son sermon à l'ouverture de la semaine pascale, Jésus-Christ notre Pâques, la révérende Jackie Kalumbo a d'abord donné les 3 points qui symbolisent la Pâques. Cette fête symbolise, premièrement, l'espoir sur le désespoir d'une humanité pécheresse. Et deuxièmement, cette fête symbolise la victoire sur la mort. Et troisièmement, cette fête symbolise la renaissance. Abordant le sous-thème le nouveau départ en Jésus-Christ, la révérende Jackie Kalumbo a fait voir au peuple de Dieu que la vie ne s'arrête pas que dans Genèse 3:24. Au-delà de ça, il y a aussi Jean 10:10, Jean 1:12 et 2 Corinthiens 5:17 pour dire qu'avec Jésus-Christ, le nouveau départ est possible. Au-delà, il y a Genèse 3:24. Il y a aussi Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, même si nous avons eu un départ glorieux et qu'il y a eu le péché, mais avec Jésus, je peux recommencer. À cause de la puissance qu'il y a derrière la mort et la résurrection de Jésus-Christ, cette semaine, le projet le plus fou que tu as se réalisera au nom de Jésus-Christ, a-t-elle conclu. Et en dehors de nos frontières, pour terminer ce journal au Soudan, toujours pas d'issue après 2 ans de guerre, le 15 avril 2023 marquait les débuts d'un conflit sanglant entre l'armée ougandaise, soudanaise et les forces de soutien rapide. 2 ans plus tard, soit en 2025, le Soudan fait face à une crise humanitaire majeure. Suivez. Depuis 2 ans, le Soudan est le théâtre d'une guerre civile dévastatrice. Le conflit oppose l'armée régulière aux forces de soutien rapide. Une milice paramilitaire puissante. Ce face-à-face brutal a plongé le pays dans un chaos sans précédent. La situation s'améliore, mais pas assez. Les besoins restent énormes. Alors que certains quartiers de Khartoum s'ouvrent de nouveau, je redoute ce que nous allons découvrir. La ville était l'un des épicentres du conflit et les zones de guerre laissent toujours derrière elles des besoins immenses. Si Khartoum a été libérée, la ville reste méconnaissable. Les infrastructures ont été détruites, les services de base sont inexistants et les habitants vivent dans la précarité.
Les gens ne savent pas ce qui va se passer par la suite. Ils entendent dire que les choses reviennent à la normale, mais ils ont peur. Certains d'entre eux savent ou ont entendu parler des bombes qui n'ont pas explosé et d'autres choses qui les mettent en danger. Ils s'inquiètent pour leurs enfants ou trouver des moyens de subsistance. Je pense que ce sont là certaines des choses qui empêchent les gens de rentrer chez eux. Les services publics sont en train de se mettre en place, mais ils partent de très bas. La ville entière a été dévastée. La peur est encore palpable dans la capitale soudanaise. Les rumeurs de bombes non explosées, les pénuries et l'absence de services essentiels empêchent toute tentative de retour à une vie normale. Ce journal est terminé, on vous rappelle les principaux titres. Le président de la République est attendu ce jeudi à Lubumbashi. Le programme prévoit entre autres la pose de la première pierre pour la construction d'un nouvel aéroport à Laluano. La semaine pascale Jésus-Christ notre Pâques s'est ouverte le mardi 15 avril à l'église de Mongembo pour le premier jour. La révérende Jackie Kalombo était l'oratrice. Et fin complète de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée chez vous, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la chaîne de repos.